Je suis rentré un jour plus tôt que prévu. L'affaire Santiago s'est conclue plus vite que prévu. La vulnérabilité du système du client avait été plus simple à résoudre que prévu. Une couche d'autorisation mal configurée, rien de plus. Pour une fois, une affaire ne s'éternisait pas et ne dégénérait pas en procès. Je n'ai pas envoyé de SMS à Belle. Je voulais lui faire une surprise. Après 10 ans de mariage, je me suis dit que j'avais mérité le droit de faire ça au moins une fois. Ce n'était même pas une question de romantisme, en fait, juste de réconfort. Le genre de réconfort que procure la familiarité, de voir le visage de l'autre s'illuminer quand on franchit la porte sans prévenir. Le genre de moment qui m'avait manqué ces derniers temps. Le chauffeur de taxi, un gamin avec la musique trop forte et l'eau de Cologne encore plus forte, m'a demandé s'il pouvait s'engager dans l'allée. Je lui ai dit non. Quelque chose en moi hésitait. Il y avait trop de voitures, des inconnus. Notre allée était pleine, 3 garées de travers comme si elle n'attendait personne d'autre. Une Audi grise bloquait l'allée. Une décapotable rouge que je ne reconnaissais pas était garée à mi-chemin dans l'herbe. Les lumières du Porsche étaient allumées. Celles du salon aussi. Celles de la cuisine aussi. Tout brillait de vie. À l'intérieur, par la fenêtre inclinée, j'ai vu des silhouettes bouger. Puis j'ai entendu la musique. Une station de jazz douce que Belle aimait bien quand il y avait des invités. Quelque chose clochait. Ma main est restée sur la poignée de la porte plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Puis j'ai poussé la porte. Le péché de l'ail rôti et du pain chaud m'a frappé en premier. Des rires ont suivi, pas ceux polis et tièdes. Des rires à gorge déployée, des verres qui trinquaient. Quelqu'un venait de porter un toast. Le couloir était bordé de vestes et d'écharpes que je ne reconnaissais pas. En entrant dans le salon, je les ai aperçus. 8 personnes étaient assises autour de notre table. Ma table. La moitié étaient des inconnus. Les autres, je les connaissais bien, malheureusement. Harper, la sœur de Belle, était perchée comme un chat suffisant au bout de la table. Marcus, son frère, s'adossa à sa chaise comme s'il était le maître des lieux. Et au centre, debout, un verre de vin levé bien haut, se tenait Belle. Elle se figea en me voyant. Au milieu d'un toast, sa bouche s'ouvrit légèrement. Une lueur d'agacement, et non de surprise, traversa son regard. Cela me dit tout. Puis elle se reprit. Ceci, dit-elle avec un rire superficiel, en me désignant comme si j'étais une blague, est la malheureuse erreur que j'ai commise à la fac. Le rire recommença. Harper ne perdit pas une seconde. Je t'avais bien dit qu'il viendrait sans invitation, dit-elle sans même me regarder. Sans invitation. Le mot résonna dans mon crâne comme une assiette. Je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. Je restais planté là, mon manteau toujours sur la tête, le battement de mon cœur plus fort que la musique. Marcus repoussa sa chaise avec un cri strident. Il s'approcha, vin à la main, comme s'il allait prodiguer des conseils plutôt que du venin. Les papiers sont déjà classés, murmura-t-il. Pourquoi t'embarrasser davantage? Mon regard se posa sur le sien. J'avais envie de poser des questions. Quel papier? Pourquoi maintenant? Combien de temps? Mais quelque chose en moi s'arrêta. Mon pouls ralentit. Ma respiration se calma. Ce n'était pas vraiment de la clarté. C'était du vide. J'acquiesçai une fois. Bonne soirée, dis-je doucement. Le regard de Belle ne s'adoucit pas. Elle ne m'appela pas. Elle détourna simplement le regard, levant à nouveau son verre comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas là, comme si je n'avais pas construit la vie qu'elle recevait maintenant des inconnus. Je me retournai et montai l'escalier. Chaque pas me parut plus bruyant que le précédent. Les rires continuaient en bas, comme si je n'étais jamais entré dans la maison. Dans notre chambre, je vis qu'elle avait déplacé la photo encadrée de nous de la commode. Elle était maintenant posée face contre terre, à côté d'une pile de sacs à main de sa sœur. Un rejet symbolique, un rejet désinvolte. J'ouvris le placard et en sortis mon sac de voyage. Je n'emportais pas grand-chose, juste l'essentiel. Ordinateur portable, chargeur, 3 chemises, 2 pantalons, mon nécessaire de rasage. Le genre de préparation de bagages qu'on fait quand on sait qu'on ne sera pas absent longtemps. Mais au fond, on comprend déjà qu'on ne reviendra jamais. J'ai jeté un coup d'œil au lit. Notre lit, celui qu'on avait choisi ensemble. Il avait des draps propres. Pas ceux que j'aimais.
C'étaient les siens en soi. En bas, la musique jouait. Quelqu'un commença une nouvelle histoire. Un autre rire. Mes pas étaient silencieux maintenant. Je me suis glissé dehors par la porte du garage, évitant le couloir. Je ne voulais pas les revoir. Je ne voulais pas qu'ils me voient sortir avec un sac. Je ne voulais pas qu'ils gagnent cette dernière image. J'ai appelé un covoiturage depuis le trottoir. La nuit était fraîche, le ciel clair, trop calme pour ceux qui venaient de voler en éclats. Le chauffeur était silencieux. J'appréciais cela. Alors que nous quittions la maison, j'ai regardé en arrière une seule fois. À travers les rideaux, j'ai aperçu Belle debout devant le lavabo. Elle n'avait pas l'air triste. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait juste l'air épuisée, comme si elle avait terminé une représentation. J'ai tiré le rideau. Je me suis détourné avant que la colère ne monte. À l'hôtel, l'air sentait le citron et le silence coûteux. Le portier m'a fait un signe de tête. Je n'ai pas répondu. Mon esprit s'emballait, mais mon visage restait calme. De l'entraînement. Des années. La gestion de crise faisait partie de mon travail. Contrôler les réactions. Mais ce n'était pas une panne de serveur. Ce n'était pas une faille de pare-feu. C'était ma vie. Non invité, importune, méconnaissable. Personne ne m'a réservé une place à cette table. Pas même un murmure d'hésitation en franchissant la porte. Pas une lueur de défense de la femme avec qui j'avais construit un avenir. Et le pire, c'est que ce n'était pas une embuscade. Ce n'était pas spontané. C'était orchestré. J'ai réalisé qu'en regardant par la fenêtre de l'hôtel des heures plus tard, il s'attendait à ce que je sois parti. Pas seulement hors de la maison, hors du tableau, hors de l'histoire, mais s'ils pensaient que j'étais le genre d'homme qui disparaît discrètement. Ils avaient oublié qui ils avaient épousé. Ils avaient oublié mon métier. Ils avaient oublié que je trouve toujours ce que les autres tentent de cacher. Et ils avaient oublié que je ne pars jamais sans un plan B. Le fermier grand était niché dans un coin tranquille du centre-ville, sa façade en pierre luisant faiblement sous les lumières dorées tamisées qui bordaient l'entrée. J'y avais déjà séjourné, principalement pour de longs projets ou lorsque la maison avait besoin d'être désinfectée quelques années auparavant, mais ce soir-là, c'était différent. Pas un lieu de commodité, un lieu d'exil. J'ai franchi les portes vitrées peu après 22 heures et André était déjà à son bureau, polissant le comptoir en marbre avec le soin que seul quelqu'un qui est fier de son immobilité peut apporter. Il a levé les yeux et a croisé mon regard. Pas de questions, pas de surprise, juste un hochement de tête discret et le glissement d'une carte magnétique sur la surface. Chambre 108, suite d'angle, a-t-il dit. Merci, André. Il ne m'a pas demandé si j'avais des bagages. Il n'a pas mentionné Belle. Il n'a pas fait preuve de cette fausse empathie à laquelle la plupart des gens ont recours dans les moments de déconfiture flagrante. C'est pour ça que je l'appréciais. J'ai pris l'ascenseur seul. Le bourdonnement du mécanisme était à peine audible. Il s'est ouvert avec un léger tintement. La chambre 108 donnait sur l'horizon. Un déferlement de lumière et de mouvement que je trouvais autrefois magnifique. Ce soir, cela m'a simplement rappelé à quel point je me sentais petit. J'ai posé mon sac et enlevé mes chaussures. Ma veste est tombée par terre ensuite. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas ouvert le minibar. Je me suis juste dirigé vers la fenêtre et je suis resté là, le front presque contre la vitre froide. Elle ne m'a pas proposé de m'asseoir. Ce passage revenait sans cesse. Elle ne m'avait pas seulement exclu, elle avait tout conçu. Des verres à vin à la playlist, des sourires suffisants d'Harper et Marcus à l'insulte déguisée en toast. Ce n'était ni un moment de colère ni une erreur de timing. C'était une déclaration, une performance. Elle m'a traité d'erreur devant tout le monde. Elle a ri comme si c'était drôle. Elle n'a pas bronché. Mon téléphone était toujours dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai fixé l'écran. Les notifications arrivaient. Des emails professionnels, un message de mon assistante concernant le résumé de l'affaire Santiago, une discussion de groupe bourdonnant à propos de l'anniversaire de quelqu'un la semaine prochaine. Tout le chaos habituel de la vie continuait comme si de rien n'était. J'ai ouvert le contact de Belle et je l'ai simplement regardé. Pas de photo, juste son nom. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Que dirais-je? Je me suis assis au bord du lit. Les draps étaient serrés et frais, le genre de texture qui vous rappelle que cet endroit n'est pas le vôtre.
J'ai passé la main sur la couette et j'ai essayé de respirer profondément. J'avais l'impression que ma poitrine était pleine de sable. Lourde, sèche. Je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. Le silence était total et pourtant, d'une certaine manière, plus bruyant que toute la salle à manger. 10 ans, une décennie. Je me souvenais de notre premier appartement. Un plancher minuscule et incliné, des assiettes dépareillées. La façon dont on s'asseyait en tailleur sur le tapis, à manger des plats à emporter et à rêver tout haut. Elle a dit un jour que je la rassurais, que mon calme et ma stabilité apaisaient son chaos. Je l'ai cru. C'était peut-être ma vraie erreur. J'ai retourné mon téléphone et regardé au dos. Puis j'ai ouvert le dossier crypté. Je gardais mes archives personnelles. Pas pour le travail, pour la vie. Photos, reçus, documents. J'ai feuilleté des photos de nous, de voyages d'anniversaire, de son anniversaire à la maison au bord du lac. Une photo floue qu'elle avait prise de moi endormi sur le canapé. Notre chien lové à mes pieds. Je ne les avais pas regardés depuis longtemps. Je ne sais même pas pourquoi je les regardais maintenant. Une partie de moi avait besoin d'une preuve que je n'avais pas imaginée du tout. Mais je me suis souvenu de la façon dont elle m'a regardé ce soir-là, comme si j'étais une complication, comme si j'étais déjà parti. Quelque chose clochait. Pas seulement émotionnellement, mais tactiquement. Belle était méthodique, précise. Si elle avait demandé le divorce, pourquoi n'avais-je pas été servi? Je n'avais reçu aucun préavis, aucun avertissement, aucun papier, et je consultais mon courrier quotidiennement, religieusement. Elle ne m'avait pas annoncé ça juste pour faire une déclaration. Il y avait une stratégie derrière tout ça. Ce dîner n'était pas un au revoir. C'était un rappel après la fin du spectacle à huis clos. Et puis Marcus, bien sûr, Marcus avait dit que les papiers étaient classés comme si c'était fait. Mais ça ne marche pas comme ça. Sauf si elle avait une raison de me tenir dans l'ignorance. Une raison plus importante qu'une rupture. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi ce spectacle avec un public? Je me suis redressé. J'ai essayé de ne pas laisser mon cerveau se mettre en mode enquête, mais les rouages tournaient, que je le veuille ou non. S'il s'agissait simplement de me quitter, pourquoi cette performance? Pourquoi des inconnus? Pourquoi l'avoir formulée comme elle? Non, c'était calculé, coordonné, pas seulement personnel, stratégique. La façon dont Marcus s'est penché et a qualifié cela de gêne m'a tout dit. Il s'attendait à une réaction, une implosion, quelque chose qu'ils pourraient utiliser. Mais ils ont mal calculé, car ce que je ressentais n'était pas de la rage. Ce n'était même pas de l'humiliation. C'était de la curiosité. Et j'étais très doué pour répondre aux questions. Je me suis dirigé vers le minibar, j'ai sorti une bouteille d'eau et je l'ai ouverte. Pas de poignée de main, pas d'aller et venue, juste concentré. Je suis resté là, à siroter lentement, la ligne d'horizon toujours rougeoyante derrière moi, et j'ai commencé à lister mentalement ce que je devais faire. Pas émotionnellement, mais logistiquement. Première étape, vérifier les dossiers juridiques. Vérifier si quelque chose avait été déposé au tribunal à mon nom. Discrètement, efficacement. Deuxième étape, examiner les comptes. Nous avions un compte joint, mais je ne l'avais pas surveillé de près depuis des mois. Je lui faisais confiance. Ça s'arrête maintenant. Troisième étape, la suite numérique, sa messagerie, son cloud, les sauvegardes de son téléphone. Elle n'a jamais modifié les identifiants de connexion que j'avais créés lors de la configuration du réseau. Elle était intelligente, mais d'une certaine manière confortablement paresseuse, un angle mort. J'ai baissé les yeux vers la carte magnétique que je tenais, puis je suis retourné par la fenêtre. À quelques kilomètres de là, ma femme, qui allait bientôt devenir mon ex, riait en mangeant son dessert, trinquant avec les gens qui l'avaient acclamé lorsqu'elle m'avait effacé. Elle pensait avoir fait les choses proprement. Mais le problème avec les gens comme Belle, c'est qu'ils oublient une chose. Quand on essaie de faire disparaître un homme spécialisé dans la récupération de ce qui a été perdu, on n'est jamais aussi caché qu'on le croit. J'étais assis en tailleur sur le sol de ma chambre d'hôtel, mon ordinateur portable posé sur le rebord du pouf. Les lumières de la ville projetaient un faible scintillement sur la surface polie. Mes doigts planaient sur le clavier, mais mon esprit n'hésitait pas. Il s'aiguisait, se concentrait. Mon pouce était stabilisé, non pas par calme, mais par calcul. C'était un terrain familier. Quand le brouhaha émotionnel devenait trop fort,
je me tournais vers le code, la logique, les données, les preuves. Et ce soir-là, je ne cherchais pas seulement des réponses. Je cherchais un mobile. La criminalistique numérique avait toujours été plus qu'un métier. C'était comme ça que j'avais construit ma vie. Des contrats freelance à l'université à la création de mon cabinet de conseil, Cruxit, j'avais découvert des sabotages dissimulés sous des présentations impeccables, remonté les traces de trahison et de métadonnées, et corrompu des fichiers. J'avais toujours pensé que ce travail concernait les autres, les clients, les entreprises, les contrats. Je n'aurais jamais imaginé utiliser ces mêmes outils pour décortiquer ma propre vie. J'ai ouvert le portail d'accès à distance de notre réseau domestique. J'ai construit le système de toutes pièces, sécurisé, redondant et partitionné. Quand nous avons emménagé dans cette maison, j'ai tout installé moi-même. Belle m'avait toujours taquiné en me disant que je le suringénierais. Personne n'essaie de pirater notre réfrigérateur, disait-elle. Apparemment, elle avait aussi oublié les mots de passe que j'avais définis. Ce fut sa première erreur. J'ai saisi mes identifiants d'administrateur, 8 caractères, dont 2 majuscules, un symbole que j'étais le seul à utiliser. Le système m'a immédiatement laissé entrer. J'ai percuté les verrous de notre routeur. J'ai vérifié s'il y avait de nouveaux appareils. Quelqu'un s'était récemment connecté au réseau depuis une tablette que je ne reconnaissais pas. Je l'ai signalé. Puis je suis passé au cloud. Son dossier était toujours intitulé « Benest ». Mignon, douillet, trompeur. À l'intérieur, ces fichiers habituels étaient là, des feuilles de calcul budgétaire, des tableaux Pinterest sauvegardés pour des idées de vacances, de vieilles recettes qu'elle n'avait jamais essayées. Mais quelque chose d'autre ressortait, un dossier caché aux autorisations restreintes, intitulé « Archives des documents clients ». Ce nom ne lui disait rien. C'était du jargon commercial destiné à dissuader les clics. Ça ne m'a pas découragé. J'ai déchiffré le contenu en moins de 2 minutes. La première chose que j'ai vue, c'était une série de PDF, des relevés bancaires d'une institution que nous n'utilisions jamais. Belle siphonnait de l'argent au compte-gouttes depuis plus d'1 an. Des virements déguisés en paiement par carte de crédit, des frais de service factices, de petits frais fournisseurs redirigés de notre compte joint vers un compte lié à son nom et à un pseudonyme secondaire, B.R. Harper. Les initiales me piquaient. Elle utilisait le nom de famille de sa sœur comme si cela rendait le tout intelligent, comme si cela le rendait invisible, mais j'ai continué. Le lot de documents suivants était constitué de brouillons juridiques, de demandes de divorce, tous datés, tous mis en scène, certains avec des notes dans les marges, pas les siennes, mais celles de Marcus. Mon beau-frère l'avait clairement coaché. Il y avait même une liste de contrôles, des biens à geler, des preuves à fabriquer, des arguments publics à contrôler. Là, à l'encre rouge, une note disait « Construire un argument de caractère ». Le dépeindre comme autoritaire, émotionnellement distant, un récit, un mensonge. Mais j'ai ensuite découvert autre chose. Quelque chose de pire. Une exportation de chat depuis une application de messagerie cryptée que je ne l'avais jamais vue utiliser. Les contacts n'étaient pas nommés, juste des numéros et des initiales. L'un en particulier, JL. Les fils de discussion étaient récents. Vieux de plusieurs semaines. JL, tu es sûr qu'il est encore aveugle à ça? Frère. Il est toujours tellement concentré sur son travail. Il ne lèvera pas les yeux avant que ce soit fini. JL et l'argent. Frère. Marcus a la piste bien ficelée. JL, c'est bien. Une fois le contrat signé, il sera trop occupé à se défendre pour y toucher. J'ai fait défiler la page plus loin. D'autres messages, des conversations sur le timing, les révélations judiciaires, la stratégie médiatique. JL n'était pas qu'un confident. Il était un partenaire dans quelque chose de plus profond, de planifié. Ce n'était pas une rupture chaotique. C'était un coup de maître. Et il pensait que j'arriverais, que je dirais quelque chose de pathétique, que je pleurerais ou crierais, puis que je m'évanouirais. Mais ce qui m'a figé, ce n'était pas dans le chat. C'était dans un dossier intitulé Noël. Je l'ai ouvert, m'attendant à des emails ou peut-être à des captures d'écran des réseaux sociaux. À la place, j'ai trouvé des images de surveillance, floues et lointaines, de moi assise avec le docteur Noël Kessler dans un café. L'une de nous se tenait devant sa clinique. Une autre la voyait me tendre une clé USB. Quelques-unes d'entre nous marchant côte à côte dans le parc près du siège de l'association. Tous cadrés juste comme il faut,
juste assez mal pour suggérer quelque chose d'inhabituel. Je me souvenais de ces moments. J'avais aidé Noël après que son organisation ait été victime d'une cyberattaque. Bénévole. Elle était nerveuse, dépassée. Je lui avais expliqué les procédures. La clé USB contenait une sauvegarde des dossiers des donateurs, parfaitement innocente et professionnelle. Mais ces images, hors contexte, ressemblaient à la preuve d'une liaison. J'ai eu un déclic. Il ne cherchait pas à me quitter. Il cherchait à me piéger. Des motifs d'infidélité. Me faire passer pour le méchant. Justifier un divorce brutal et brutal, faire de moi le bouc émissaire, éliminer la question des responsabilités, et probablement celle de savoir qui gardait quoi. J'ai compris que le timing de l'embuscade de ce soir n'était pas aléatoire. Il était coordonné. Et ces personnes à table, pas seulement des amis, des témoins, un public planétaire. Ils juraient que j'étais imprévisible, que j'avais fait irruption, que j'avais l'air dérangé. Ils avaient construit cette histoire avec minutie, mais ils avaient sous-estimé la seule variable qui ne collait pas à leur plan. Rentrant un jour plus tôt, j'ai refermé le dossier lentement, mon esprit préparant déjà la suite. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un plan, une intention, une malveillance, et quelque part dans tout ça. JL, qui était-il? Je n'avais jamais vu Belle avec quelqu'un qui correspondait à ses initiales. Ni au travail, ni dans sa famille. Était-ce un surnom, un nom de code? Était-ce un intermédiaire? Un courtier? J'ai tapé. Quelques commandes dans un moteur de recherche, tapant le numéro de JL parmi les fragments de données auxquels j'avais accès. Téléphone jetable, pas de nom, pas d'adresse connue, mais les horodatages des messages étaient tous triangulés au centre-ville, dans un rayon de 2 mètres autour du Hawthorne Development Group. Ce nom me disait quelque chose. Mon entreprise avait signé un contrat mineur l'année dernière avec une association à but non lucratif qui tentait de protéger des propriétés menacées par un projet de réaménagement. Je n'avais pas fait le lien à l'époque, mais maintenant, les choses commençaient à s'aligner. Si JL était impliqué avec Hawthorne, et si la conversation de Bell mentionnait des contrats dans les médias, alors c'était plus grave qu'un divorce. Je me suis adossé, j'ai fait craquer mes articulations et j'ai expiré pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une heure. Mes mains ne tremblaient plus. Je n'avais plus peur. J'étais réveillé. Ils ont essayé de m'effacer, de me salir, de m'enterrer, mais ils ont oublié une chose. Je sais creuser, et je ne m'arrête jamais à la surface. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mon corps était immobile sur le matelas rigide de l'hôtel, mais mon esprit tournait comme un disque dur sous pression, effectuant des calculs silencieux dans le noir. Je repassais sans cesse les journaux de discussion, les états financiers, les photos, image par image, morceau par morceau. Et une chose ne me lâchait pas, le dossier intitulé Hawthorne. Je ne l'avais pas encore ouvert. Pas complètement. Non pas par peur, mais parce que j'avais une intuition et que je n'aimais pas où cela pourrait me mener. À 5h43, je me suis redressé, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur le dossier. Ça commençait par des maquettes architecturales, des images épurées et minimalistes d'un quartier réimaginé avec des tours de verre et un parking souterrain. Puis sont arrivés les formulaires de demande de zonage, les emails avec des objets comme « Ramsay approuvé » et les échéanciers marqués des étapes de construction. Un courriel a attiré mon attention. Il provenait d'une personne du cabinet Linux Stratégie, adressé à Ben Marcus et au juge Léonard Ramsay, son père. Objet, corps final de l'initiative Hawthorne. Nous avons obtenu 5 des 7 parcelles. Les 2 autres ont des pentes, mais sont vulnérables. Une fois que la pression publique aura surmonté les obstacles, nous pourrons passer à l'action. JL dit que la phase 2 a besoin d'une diversion pour accélérer la validation. J'avais joint une carte, une vraie, pas un rendu. Elle montrait un quartier réel. Hawthorne Ridge. Je la connaissais bien. Des bungalows modestes, des commerces de proximité, des familles qui y vivaient depuis des décennies. Une classe ouvrière fière. Le même quartier que mon cabinet avait discrètement contribué à protéger des mois plus tôt après qu'une série de cyberattaques avait ciblé une association locale luttant pour les droits fonciers de ses habitants. Le docteur Noël Kessler. C'est comme ça que je m'étais impliqué. Elle m'appelait paniqué. Leurs fichiers avaient été corrompus. Les courriels avaient disparu. Les bases de données des donateurs avaient été effacées. J'avais proposé mon aide gratuitement et nous avions récupéré la majeure partie de ces informations.
Je pensais simplement aider une bonne cause. Je n'avais pas réalisé que j'entrais dans une zone de démolition qu'ils essayaient de nettoyer. La prise de conscience fut brutale. Ces cyberattaques, ni aléatoires ni étrangères, venaient de l'intérieur. Un sabotage interne. Et les noms figurant dans le dossier au sort n'indiquaient clairement que la famille de Bell était derrière tout ça. Ma femme, mes beaux-parents, des gens avec qui j'avais dîné le dimanche, trinqués à des anniversaires, serrés dans mes bras pendant les fêtes. Ils essayaient de raser un quartier entier sous prétexte de rénovation urbaine, et, stupidement, sans le savoir, je m'étais mis en travers de leur chemin en aidant ceux qu'ils voulaient faire partir. Voilà le message adressé à JL. Il sera trop occupé à se défendre pour y toucher. Je n'ai jamais été juste un mariage qu'il voulait rompre. J'étais un obstacle qu'il devait éliminer. J'ai continué à fouiller. Les fichiers PDF contenaient des projets de loi qui permettraient de passer les évaluations environnementales malgré la présence de canalisations en plomb et d'infestations de moisissures. Il y avait de faux rapports d'inspection, des signatures d'entrepreneurs dont je savais qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans ce quartier. J'ai même trouvé un diaporama préparé pour les investisseurs, avec des arguments pour la reconquête de terrains sous-utilisés au profit de l'avenir de la ville. Des phrases conçues pour masquer la gomme en progrès. Puis j'ai découvert le pire, un dossier intitulé « Effet de levier ». À l'intérieur, une série de photos, de moi et de Noël. Des angles que je n'avais jamais vus auparavant. L'une semblait avoir été prise depuis une voiture garée en face de sa clinique. Une autre depuis l'intérieur d'un bâtiment. Les stores du bureau étaient à moitié baissés. Ils ne faisaient pas que donner l'impression d'une liaison. Ils montaient un dossier. Un mensonge si minutieusement fabriqué qu'en surface, il semblait inattaquable. Des courriels tirés d'échanges innocents entre nous, retouchés pour le ton. Une image fixe d'elle me caressant le bras à la sortie d'une réunion, recadrée très serrée, dénuée de tout contexte. Une fausse entrée d'agenda censée montrer une retraite nocturne à laquelle je n'ai jamais assisté. Ils allaient détruire ma réputation, me décrédibiliser et faire de moi un homme si rongé par le scandale que je ne pourrais parler sans être mis en doute. Et puis ils finaliseraient discrètement leur contrat et raseraient le quartier. C'était le plan. Mais maintenant, j'avais tout. Une preuve. J'ai réduit la fenêtre et j'ai regardé le fond d'écran de mon ordinateur portable. Une vieille photo d'un lever de soleil depuis le balcon de notre premier appartement. Belle l'avait prise sur un coup de tête. Une tasse de café à la main. Je me souviens qu'elle avait dit, c'est fou comme la lumière donne un aspect neuf à tout. Je me demande maintenant ce qui avait déjà commencé à s'estomper d'elle ce jour-là. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, le cœur plus lent, plus calme. La colère était là, mais elle ne menait plus. Une clarté froide et mesurée avait pris sa place. Chaque pièce du puzzle était maintenant sur la table, et c'était laid, mais c'était complet. Le juge Ramsay ne se contentait pas de cautionner l'affaire. Il en était la clé. Sa signature apparaissait sur de nombreux documents. Marcus était le stratège juridique. Harper jouait un rôle mineur, celui de prospecteur immobilier, comme il s'est avéré, mais elle était suffisamment impliquée pour perdre son permis si cela venait à être révélé. Et Belle, c'était le visage, l'initié, celle qui pouvait clamer son innocence, se dépeindre comme l'épouse fidèle poussée à l'infidélité par ma distance, mon obsession professionnelle. Elle était censée sortir honnête. Elle aurait même des gens qui la soutiendraient. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je découvrirais la vérité avant qu'il ne puisse la servir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était moi. J'ai copié chaque fichier, je les ai sauvegardés sur 3 disques durs sécurisés, je les ai téléchargés sur un cloud privé que j'entretenais depuis ma première affaire de violation de données. Puis j'ai créé mon propre dossier, intitulé simplement « Contingence », et juste au moment où je m'apprêtais à tout fermer, j'ai remarqué un petit fichier audio enfoui dans les métadonnées d'un des PDF, sans titre, rangé comme si quelqu'un avait oublié de le nettoyer. J'ai hésité, cliqué et écouté. D'abord une voix d'homme, sévère, hachée. Je l'ai su instantanément. Vous êtes sûr qu'il ne se doute de rien? Le juge Ramsay, puis Belle. Calme, confiant. La voix à laquelle je faisais confiance. Non, il est trop occupé à jouer les héros. Il ne s'en apercevra que trop tard. Une pause. Puis on passe à autre chose. Le discréditer. Le frapper personnellement et professionnellement. Une fois enseveli sous le scandale, la terre est à nous. Clic et silence. Je restais assis là,
le son résonnant dans mon crâne longtemps après la fin. Ce n'était pas seulement une trahison. Ce n'était même pas une stratégie. C'était la guerre. Ils voulaient m'anéantir. Et si je n'étais pas rentré un jour plus tôt, ils auraient peut-être réussi. Je fermai l'ordinateur portable et me levai. La pièce était désormais trop silencieuse aussi. Je m'approchai de la fenêtre et regardai de nouveau dehors. Mais cette fois, je ne me sentais pas petit. Je ne me sentais pas perdu. J'avais l'impression qu'une chose pointue venait de s'installer dans ma poitrine. Une chose d'acier, impitoyable. Ils avaient planifié chaque mouvement, mais ils avaient oublié que je construisais des pare-feux pour gagner ma vie. Et maintenant, j'allais tout brûler, un fichier à la fois. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à cliquer à nouveau sur le sous-dossier audio. Peut-être était-ce l'instinct. Peut-être était-ce la petite voix au fond de ma tête qui m'avait maintenu en vie toutes ces années dans des pièces où les gens mentaient acerbes et portaient des costumes sur mesure. Ou peut-être était-ce cette part de moi qui ne pouvait s'empêcher de penser comme un homme trahi. Ce coin sombre et immobile en moi vacillait maintenant d'une vérité silencieuse. Il y avait plus. Le dossier ne contenait que 2 fichiers. Le premier était l'appel que j'avais déjà écouté. Celui où Belle et son père complotaient pour m'enterrer sous le scandale et repartir avec Osornrich. Mais le deuxième fichier, plus long, sans titre, datait d'il y a 3 nuits. J'ai branché mon casque, me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai appuyé sur lecture. Le bruit parasite était doux, comme de l'air glissant sur du gravier. Puis le craquement familier d'une chaise, un soupir, le tintement du verre contre le comptoir. La voix du juge Ramsay a rempli le silence. Elle pense que vous êtes le maillon faible, Marcus. La voix de Marcus était plus basse, plus froide. Elle n'a pas le droit de réfléchir. J'ai géré chaque étape. Tu as laissé des traces. Non, je les ai masquées. Elle a interpellé son mari. C'était un risque. Il est un risque si on le laisse respirer trop longtemps. Elle le sait. Je le sais. Quelque chose dans le mot « respirer » m'a glacé. Je me suis redressé. L'instinct me dicte. J'y ai l'acquiesce. Marcus a continué. La diffamation ne fonctionne que si on prend de l'avance sur le calendrier. L'affaire doit éclater la semaine prochaine. On fait fuiter l'affaire. On laisse tomber l'argument du héros infidèle. On le fait passer pour un dominateur. Elle dépose officiellement sa plainte mercredi. Tu es sûr que cette Kessler n'interviendra pas? Elle ne sait même pas qu'elle est un appât. J'ai mis l'enregistrement sur pause. J'avais la gorge sèche. La façon dont il parlait de moi, comme si j'étais une pièce d'échec, un fardeau, jetable. Et Noël, mon Dieu, elle n'en avait aucune idée. Elle essayait juste de maintenir sa clinique à flot, de protéger sa communauté, et maintenant, elle n'était qu'un leurre dans un endroit où elle n'avait jamais auditionné. J'ai remis en marche. La voix du juge Ramsay est revenue, plus posée. Et s'il rend les choses publiques, il ne le fera pas. Il ne le fait jamais. C'est pour ça qu'on choisit maintenant. Il absorbe les choses, les enterre. Il est trop fier pour crier. Puis, chameau. Je n'ai pas besoin qu'il crie. J'ai besoin qu'il parte. La pièce a tourné pendant une seconde et j'ai dû m'agripper à la coudoir. Cette voix si douce autrefois, si familière. Sonnait comme de l'acier maintenant. Comme quelqu'un qui m'avait déjà pleuré et qui était passé à autre chose. J'ai rembobiné l'extrait, je l'ai réécouté. Non pas que je n'y croyais pas, mais parce que j'avais besoin d'en supporter le poids. Elle ne voulait pas juste partir. Elle voulait la terre brûler. Ils n'avaient pas peur que je la prenne. Ils étaient certains que je ne le découvrirais pas. Ils ne comptaient pas sur mon retour anticipé. Ils ne comptaient pas sur mon écoute. J'ai transféré le fichier audio vers 3 coffres-forts cryptés différents que je possédais, chacun dans un emplacement distinct, protégé par mots de passe, horodatés et verrous horaires légaux. Puis, j'en ai envoyé une copie à une adresse email jetable que je n'avais plus utilisée depuis une affaire de dénonciation à Boston. J'avais aidé une journaliste à dénoncer l'unité de surveillance Black Ops d'une entreprise technologique. Elle me devait une faveur, et maintenant, je la dénonçais. Après cela, je me suis levé. Mon corps avait l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Comme si je le pilotais à distance, mes os, mes muscles et mon sang bougeant avec détermination, mais libéré de toute émotion. C'était fini. Belle avait brûlé ça en moi avec son toast.
Avec son sourire, son verre levé, triomphant, j'ai arpenté la pièce, téléphone à la main, mes pensées se transformant en étapes. Première étape, enregistrer une vidéo de mes découvertes. Pas seulement des fichiers, pas seulement de l'audio, une déclaration directe. Moi, devant la caméra, décrivant la corruption, le sabotage, le coup monté, y compris chaque nom. Deuxième étape, distribuer des copies aux contacts juridiques en qui j'avais confiance, à des personnes extérieures à mon réseau habituel, aux amis d'amis qui me devaient de l'argent suite à des affaires passées, à des personnes discrètes et influentes. Troisième étape, établir un protocole de déclenchement, un système de fichiers à libération prolongée. S'il m'arrivait quelque chose, si je restais hors ligne pendant plus de 48 heures, tout l'argent serait rendu public. Salle de presse, services juridiques, comité d'éthique, fonctionnaires municipaux, un filet assez large pour les ensevelir tous, mais la prochaine étape devait être personnelle. J'allais leur rappeler qui ils essayaient d'effacer. J'ai attrapé mon sac, enfilé une chemise propre et quitté l'hôtel peu après 6 heures du matin. Le ciel était encore sombre, mais teinté de bleu sur les bords. J'ai parcouru 4 pâtés de maison jusqu'à un espace de coworking privé que j'utilisais parfois lorsque j'avais besoin de me déconnecter complètement. J'avais un code d'accès, une serrure biométrique sur la suite. À l'intérieur, j'ai allumé un système de tours que je préparais pour le travail de données de niveau rouge. Pas de Wi-Fi, pas de suivi, juste un terrain numérique propre. Les fichiers du cloud de Bell, je les ai chargés, j'ai tout recoupé, signature de documents, journaux d'appel, géolocalisation, ping serveur. J'ai connecté des sociétés écrans au greffier de Ramsay. J'ai suivi les pots de vin liés à l'agence immobilière de Harper. J'ai trouvé des notes internes de Hawthorne Développement se vantant d'une accélération judiciaire, une expression qui allait devenir leur secret de mort une fois diffusée dans les médias. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes études supérieures. J'ai écrit un script, pas du code, un monologue. J'ai installé ma caméra, j'ai cliqué sur « Enregistrer » et j'ai regardé l'objectif. Mon nom est, eh bien, vous le connaissez déjà, mais peut-être que vous ne savez pas qui je suis. Mon nom n'est pas seulement celui qu'on lit dans les dossiers judiciaires. Je ne suis pas l'homme que vous allez entendre scandaliser à la une des journaux. Je suis celui qu'ils ont essayé de détruire. Silencieusement, stratégiquement, prudemment, mais ils ont oublié quelque chose. Je garde les reçus. J'ai tout exposé calmement, méthodiquement. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas crié. J'ai laissé parler les preuves, ponctuées de faits. Chacune d'elles se vérifiait de 3 manières différentes. Ensuite, je l'ai terminé avec « Je ne suis pas venu ici pour demander de la sympathie. Je suis venu vous montrer à quoi ressemble la puissance quand elle cesse de se taire. Quand il cesse de laisser les gens vous allonger. » J'ai regardé les voitures, les gens en sirotant le café, les enfants traînent. Le silence s'étire un instant plus longtemps avant d'atteindre l'ordinateur portable. Évanoui contre les fenêtres, j'étais déjà profondément dans leur monde. Mon monde maintenant. J'ai suivi l'argent par ligne. J'ai regardé d'où il venait, d'où il a disparu, où il a été enterré, et tout s'est renvoyé à un web central. Les sociétés d'obus aident à la propriété totale structurée et stupéfiante. Faux nom, adresse à l'étranger, planche factice. Mais en dessous, j'ai vu leurs empreintes digitales. Marcus avait signé 3 accords de services juridiques pour 2 des sociétés. L'un a utilisé la licence de courtage de Harper pour acquérir des actes sous des évaluations gonflées. Le 3e était directement lié au développement de Hawthorne. Chaque signature numérique, chaque étiquette de métadonnées, ils ont tout laissé pour quelqu'un qui savait voir sous la surface. Quelqu'un comme moi. Pendant qu'ils riaient du vin, j'ai cartographié leur empire. J'ai tracé chaque ligne. Et puis j'ai commencé à tirer sur les threads, les journaux d'appel, les emails supprimés, les SMS et les numéros de brûleurs. Rien n'est jamais vraiment parti. Ils m'ont appris cela ou ont essayé. J'ai récupéré des messages frottés qui lient les informations d'identification de connexion de Bell à ces documents d'inspection forgés. J'ai trouvé la signature de Harper sur une pétition de zonage étiquetée comme approuvée par la communauté, même si un seul résident à Hawthorne Ridge ne l'avait signée. Tout avait un modèle, même leurs mensonges. À midi, ma suite d'hôtel ressemblait à une chambre de guerre. Fichiers empilés sur le tableau, drive flash, un 2e ordinateur portable ouvert avec un logiciel de chiffrement en direct en cours d'exécution. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas douché. Je n'ai pas bougé à moins que je ne le fasse.
Je savais qu'il n'avait pas encore remarqué. Belle supposerait que j'avais reculé, léché mes blessures dans un bar milé ou peut-être appelé un avocat dans une tentative de dernier pas pour lutter contre une affaire qui avait déjà été encadrée. Marcus pensait probablement que j'avais plié. C'est ainsi que des gens comme lui opèrent. Ils s'attendent à ce que le silence signifie se rendre, mais je n'étais pas silencieux. Je construisais un incendie. Et cette nuit-là, j'ai allumé le match. À 22 heures, j'ai activé la goutte. Chaque paquet avait un fichier de déclenchement séparé intégré. Chacun crypté avec une phrase secrète unique que je savais. Si je n'ai pas envoyé de code d'annulation par 6 heures le lendemain matin, il se déverrouillerait et s'envoyait. Contact de la presse, conseil juridique, commission d'État, une poignée de journalistes avec lesquels j'avais traversé au fil des ans. C'était une assurance, pas seulement pour moi, pour la vérité. Ensuite, j'ai exécuté la première vague. Pas tout, pas encore, mais assez. J'ai envoyé un conseil anonyme à un ancien contact du MJ au sujet de la fraude immobilière par le biais de Shell Corporation. J'ai joint un document aseptisé des dossiers du comité de zonage. J'ai laissé tomber un deuxième ensemble de photos des faux rapports environnementaux dans un dossier protégé accessible par le service d'audit interne de la ville. A laissé un sentier de chapelure à travers des métadonnées qui les conduiraient aux chambres du juge. J'ai téléchargé un clip audio, celui de ta mère, où Belle et son père ont discuté avec désinvolture en supprimant l'obstacle à un site protégé par mot de passe que j'ai construit il y a des années pour un stockage de dénonciation sécurisé. Le mot de passe a été envoyé à une personne, un journaliste qui a proposé une fois de nommer son enfant après moi après l'avoir sauvé d'une carrière ruinant la brèche. Le reste, il était assis en attente, froid, chronométré. À 22h15, j'ai appuyé sur l'exécution de la sauvegarde numérique complète. Chaque document, chaque fichier audio, chaque lien entre Belle, Marcus, Harper et Judge Ramsey. L'écran a flashé gris puis mon téléphone s'est allumé. Belle, SMS. Que as-tu fait? J'ai souri juste légèrement, puis j'ai fait taire le téléphone. 5 minutes plus tard, Harper, vous pensez que cela vous rend intelligent? Tu es malade. Ensuite, Marcus, car bien sûr, il devait être dramatique. Vous allez regretter cela. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le calme était meilleur. Je suis sorti sur le balcon de l'hôtel. La nuit était chaude, la ville fredonnant légèrement en dessous. Quelque part là-bas, il se précipitait, les téléphones sonnent. Les discussions de groupe explosant, Marcus appelant probablement l'équipe de relations publiques de sa société. Le juge Ramsey a probablement déjà crié dans un téléphone en brûleur en essayant de comprendre comment cela s'est produit. Mais il était déjà trop tard. Les premiers braises se répandaient. J'ai allumé une cigarette même si j'avais quitté il y a des années. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose sur le feu dans mes doigts correspondait à ce que je ressentais. Le calme après l'allumage. Le crépitement avant de s'effondrer. J'ai encore réfléchi à la table du dîner. Ce moment où je suis entré et j'ai vu Belle élever son verre comme si j'étais juste un chapitre qu'elle a sauté dans son autobiographie. Je pouvais encore entendre le tintement des lunettes. Voir le sourire narquois sur le visage de Harper. La façon dédaigneuse de Marcus se pencha. Il pensait que je ne riposterais pas. Il pensait que je mendais. Il pensait que je ne savais pas comment jouer à leur jeu. Mais je ne joue pas. Je reconstruis des cendres. J'ai laissé la cigarette se brûler jusqu'au filtre, puis je l'ai couchée et je suis retourné à l'intérieur. J'ai nettoyé la pièce, tout emballé. Pas hors panique, par habitude. Je n'aime pas laisser des empreintes de pas. J'ai vérifié les comptes à rebours. Tout se court parfaitement. La dernière vague allait frapper par le lever du soleil à moins que je ne tue les minuteries. Je ne le ferai pas. Ce n'était pas un coup d'avertissement. C'était le calcul. À 1h17, j'ai reçu un dernier message d'un numéro inconnu. Juste 3 mots. Nous vous voyons. Ça ne m'a pas fait peur. Cela a confirmé quelque chose. Je ne poursuivais plus les ombres. Il regardait parce qu'il saignait. Et quand le matin est venu, toute la ville le saurait. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Cela a commencé avant le lever du soleil. Des coupeurs légers sur la table de nuit comme un papillon piégé dans un bocal en verre et ne se sont jamais arrêtés. Je n'ai pas répondu au début. Je l'ai regardé buzz comme si c'était une chose qui mourrait par étapes. Les chiffres que j'ai reconnus. Les chiffres que je n'ai pas.
La plupart à quoi je m'attendais. Un ou deux m'ont surpris, mais aucun d'entre eux n'a d'importance. À 6 heures, les premiers titres ont chuté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et rafraîchi la page. Rupture. Le juge Léonard Ramsay a lié 2 avoirs immobiliers non divulgués et des approbations de zonage illégal. Sous le titre se trouvait la photo que j'avais prise de l'argent. Celui de lui serrant la main à l'intérieur d'un bureau scellé. L'horodatage intégré dans le coin. Les paiements tracés par le biais des informations d'identification de son greffier, les courriels, le permis. Tout était là. Le titre suivant était encore meilleur. Marcus Ramsay à l'étude. Des documents divulgués lit l'avocat à des convulsions de biens frauduleux et à la famille couvre la photo ci-jointe. Marcus souriant à côté de Harper et Bell à la même table du dîner. J'ai été exclu de poétique. Vraiment? Je n'avais pas besoin de faire défiler loin avant de voir son nom. Bell Ramsay Corbin fait face à une revue d'éthique après la surface de la connexion au Sorn et le scandale de la prise de terre à l'échelle de la ville. Elle n'était pas le visage de ça. Pas encore. Mais elle faisait partie de la machine. Les médias s'étaient accrochés à l'histoire comme les Wolves attrapant enfin l'odeur. J'ai regardé les points de vente se poursuivre avec de nouveaux angles, construisant sur le sentier que je leur ai laissé couche par couche, tous soigneusement organisés. Et c'est là que les messages se sont transformés en appels, puis aux messages vocaux, et enfin une chaîne de textes que je n'oublierai jamais. Belle, comment as-tu pu savoir tout ça? Belle, 2 minutes plus tard, où avez-vous obtenu ces fichiers? Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Bobine, 5 minutes plus tard. S'il vous plaît juste appelez-moi. Ne fais pas ça. Regarda l'écran pendant un long moment. Non pas parce que ces mots ont frappé un nerf, mais parce que le désespoir se sentait si hors de propos après la performance qu'elle a donnée. Ce n'était pas des remords. C'était la panique. Ce fut l'effondrement d'une image soigneusement construite. Inconstruit sur l'hypothèse que je ne lève jamais la tête assez haut pour voir au-delà. Je n'ai pas répondu. Puis Harper a essayé. Harper, vous devez vous arrêter. Vous ruinez la vie des gens. Ruinez la vie des gens. L'ironie m'a presque fait rire à haute voix. Ils avaient invité des étrangers à Toast mon gomme, ont orchestré une embuscade numérique, et maintenant j'étais le problème. J'ai tapé une seule réponse à Harper, puis je l'ai supprimée avant d'avoir péché. Elle ne méritait pas mes mots. Pas même une fraction d'entre eux. Marcus, bien sûr, n'était pas loin derrière. Marcus, c'est la diffamation. Nous vous détruirons pour cela. Marcus, suivi. Vous n'avez aucune idée avec qui vous jouez. Je ne lui ai pas non plus répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma boîte de réception. Des dizaines de messages non lus se sont affrontés. Des journalistes, des cabinets d'avocats, des dénonciateurs internes du conseil de zonage, même une courte note tranquille de quelqu'un à l'intérieur du conseil municipal. Il est temps que quelqu'un mette en lumière cela. Si vous avez besoin d'une déclaration, je suis dedans. Je l'ai signalé. Il y aurait du temps pour les suivis, pour les frais officiels, pour une exposition complète, mais il ne s'agissait pas de traîner les choses dans la salle d'audience qui viendrait plus tard. Il s'agissait du récit, celui qu'ils ont essayé de contrôler, celui que je viens de se déchirer de leurs mains. Je suis retourné au coin de la suite, j'ai versé un verre d'eau et j'ai regardé l'horizon passer du bleu à l'or. J'avais toujours aimé cette vue, les lignes épurées des belles fenêtres des grands fers reflétant le lever du soleil comme du métal fondu. Il se sentait gagner ce matin, comme un point de vue où je grimpais plutôt que d'être remis. Puis le message final est venu. Pas de l'un d'eux. À partir d'un numéro bloqué, une seule phrase. Que voulez-vous? Je l'ai regardé longtemps et dur. C'était la vraie question, n'est-ce pas? Que voulais-je? Vengeance, validation, justification? Aucun de ces mots ne s'intègre correctement. Je n'étais pas là pour les faire souffrir. Ce n'était que la conséquence. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus simple. Vérité plus propre, exposition et liberté. Liberté du poids d'être réduit à une note de bas de page dans ma propre histoire. Liberté du genre d'amour qui aiguise les couteaux derrière votre dos et l'appelle l'évolution. Liberté d'une maison où chaque pièce résonnait avec de faux souvenirs et des sorties soigneusement planifiées. Dans la vérité, inchangée, indéniable, vivante. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la ville. Pendant un moment, je me demandais d'où Belle lisait. Les nouvelles. Quelle pièce?
Quel mauvais? Quelle expression elle portait lorsqu'elle a vu son nom de famille s'effondrer dans les gros titres? A-t-elle maudit mon nom? A-t-elle regretté le toast? Ou était-elle simplement stupéfaite que l'homme qu'elle pensait avoir fait taire était celui qui l'a laissé sans voix? Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais clair. Il y avait une différence. Un coup sur la porte a interrompu la pensée. Service en chambre. Je n'avais rien commandé, mais Miguel, le directeur de la réception, était connu pour les petites gentilles. J'ai ouvert la porte et bien sûr, il y avait un chariot. Café, toast, une note cachée sous la soucoupe. Entendu les nouvelles. Le petit déjeuner est sur nous. Continuez à combattre le bon combat. Monsieur, j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Pas grand, pas audacieux, mais réel. Je me suis assis à table près de la fenêtre et j'ai versé le café. Mes mains ne secouaient pas. Mon souffle est venu facile. Ils m'avaient sous-estimé, tous, car ils pensaient que le silence signifiait la faiblesse. Ils ne savaient pas que le silence entre les bonnes mains est une stratégie. Ils pensaient que m'appeler une erreur m'émanerait. Ils ne savaient pas que je documentais tout. Et maintenant, ils apprenaient en temps réel que l'homme qu'ils ont essayé de cadrer était celui qui écrivait leur fin. J'ai mordu dans le toast, regardant le ciel briller plus à chaque seconde. Laissez-les courir. Laissez-les se bousculer. Je venais juste de commencer. Au moment où le soleil a atteint son apogée, l'empire qu'ils ont construit avait déjà commencé à brûler. Pas littéralement. Pas de flammes, pas de sirènes, mais quelque chose de beaucoup plus dévastateur. Exposition. Exposition froide, publique et implacable. Je n'avais plus besoin de rafraîchir le fil d'actualité. Chaque point de vente majeur l'avait ramassé. Les articles se répandaient comme des incendies de forêt, chaque titre net que le précédent. J'ai regardé l'histoire passer de chuchotement d'inconduite à une enquête complète. Les dominos tombaient exactement comme je prévoyais. Les comptes bancaires de Bell ont été les premiers à partir. Le conseil anonyme que j'ai envoyé à la division d'éthique de la banque, avec la documentation des transferts suspects et de la superposition de comptes, a déclenché une revue immédiate d'épinglage de gel. Elle n'avait même pas eu le temps de déplacer la majeure partie de l'argent. Son œuf de nid est parti. Je la connaissais assez bien pour savoir à quoi cela ressemblait. Pas la perte financière. Belle survivrait à cela, mais la perte de contrôle. Elle détestait être piégée. Détestait ne pas tirer les cordes. Et maintenant, elle ne pouvait même pas retirer son propre argent sans faire face à des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Marcus a été plus fort. Sa licence de droit a été placée en vertu de l'examen d'urgence à midi. Le barreau de l'État a ouvert une enquête sur sa gestion des contrats de coquilles, des signatures forgées et de la collusion contraire à l'éthique avec le juge Ramsay. Certains des documents que j'ai divulgués portaient non seulement sa signature numérique, mais aussi des commentaires actifs qu'il a participé à la formation du langage des acquisitions de biens immobiliers frauduleux. Je l'ai imaginé dans son bureau à regarder l'email du conseil d'administration, celui qui a dépouillé son accès et a demandé la reddition immédiate de son ordinateur portable ferme. Sa fierté prendrait le coup pire que sa carrière. Marcus avait toujours fonctionné comme un roi derrière la vitre, intouchable, usé par ses clients. Mais les fissures en verre, surtout lorsque le marteau est aussi délibéré que le mien. La licence immobilière de Harper n'a même pas duré aussi longtemps. Les photos d'elle souriant devant des propriétés nouvellement acquises, des maisons qui avaient encore des familles luttant par l'expulsion, ont frappé la presse avec des noms et des dates. Son visage est devenu un symbole de gentrification construit sur des mensonges. Le conseil immobilier a révoqué sa licence avant même de pouvoir rédiger une réponse. Je me suis assis dans ma suite au Fermier Grand, regardant tout se dérouler. Pas avec glee, mais avec quelque chose de plus proche du soulagement. Ce n'était pas une vengeance. C'était une restauration. La vérité se lève finalement juste après avoir été enterrée vivante. Mais la partie qui importait le plus pour moi n'était pas dans les gros titres. C'était dans l'effet d'ondulation silencieux que les fuites avaient déclenché. L'organisme à but non lucratif qui a commencé tout cela, la clinique du docteur Kessler, s'est soudainement retrouvé sous les projecteurs. Les journalistes se sont présentés à des questions sur les cyberattaques, les documents forgés et la campagne de diffamation. Le docteur Kessler, avec toute sa grâce et sa stabilité, l'a géré comme elle l'a toujours fait. Honnêtement, elle ne m'a pas nommé. Elle n'avait pas à le faire. Quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un texto.
Nous venons de recevoir un don. Anonyme à ces anonymes pour maintenir la clinique pour les 3 prochaines années. Était-ce toi? J'ai regardé l'écran un moment, puis j'ai tapé. Considérez-le. Payez pour que votre nom soit traîné dans ceci et pour être gentil. Elle a répondu, ils disent que vous avez démantelé une famille entière en une journée. Je me suis assis sur la chaise, laisse le message y pendre. Puis j'ai tapé lentement. Je n'ai pas élevé la voix. Je leur ai juste rendu ce qu'ils ont servi. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a finalement fait, c'était juste un emoji de rire et ressemble à un homme qui a finalement sorti sa propre chaise. J'ai gloussé doucement, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des jours. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la reconnaissance. Le fait que quelqu'un quelque part m'a vu plus que le méchant qu'il a essayé de me faire. Ce soir-là, je me suis rendu au parc près de l'hôtel. Celui avec la fontaine en pierre et les bancs calmes. Je n'avais plus besoin de la salle de guerre. Je n'avais pas besoin de m'asseoir derrière des écrans passant par des lignes de code et des métadonnées. Mon travail a été fait. Les fichiers de déclenchement avaient été publiés. Les dégâts étaient réels. Et pour une fois, la vérité n'a pas obligé ma voix à la porter. Il avait déjà trouvé ses propres jambes. La ville se sentait différente. Pas plus brillant, pas plus propre, juste plus clair, comme s'il avait retenu son souffle, attendant que quelqu'un appelle la tige sous la surface. Et peut-être que pour une fois, j'ai passé un stand de nouvelles. Le visage du juge Ramsay était sur la couverture de 2 papiers. Un titre a lu, le juge respecté sous le feu pour le scandale de la prise de terre. Une autre, la dynastie Ramsay implose au milieu des fuites et des affirmations de corruption. Il avait construit sa carrière sur l'illusion de l'intégrité, sur la respectabilité et le pouvoir dans une égale mesure. Il pensait que son banc lui rendait des balles, mais je ne tire pas sur des balles. J'utilise la vérité, et la vérification n'a pas besoin de permettre pour frapper son objectif. L'hôtel. Certaines choses devaient brûler. Il n'a pas demandé quoi. Il n'en avait pas besoin. De retour à l'étage, je me suis assis à nouveau près de la fenêtre et j'ai regardé la ville. L'horizon n'avait pas changé, mais je l'avais fait. Une partie de moi, quelque chose de lourd, amer, courbé, s'était levé. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais propre. Cette nuit-là, j'ai demandé le divorce. Pas par dépit, par clarté. J'ai joint tous les dossiers dont le tribunal aurait besoin. Documents, photos, audio. Le juge n'aurait pas besoin de convaincre. Les avocats de Bell ne se battraient pas. La vérité était trop bruyante maintenant. Même ses avocats lui conseilleraient de s'installer rapidement, tranquillement, avec le moins de dégâts possible que possible. L'homme qu'elle a essayé d'humilier à la table du dîner n'existait plus. Et l'homme qu'elle a essayé d'effacer, il a tout simplement repris sur mes propres termes sans une seule voix surélevée, sans enfreindre une seule loi, sans devenir ce qu'il pensait être. Juste tranquillement, comme un pare-feu qu'ils ont oublié. 2 semaines plus tard, je me suis tenu au même endroit que j'ai eu la nuit où j'ai disparu par la fenêtre de la suite de faire Grand Corner 10e étage. Miguel m'avait à nouveau amélioré. Dit que j'avais gagné la vue. Peut-être qu'il avait raison. L'horizon avait l'air plus net ici. Pas seulement à cause de l'altitude, mais parce que je le voyais enfin avec des yeux sans nuages. Le cycle de nouvelles ne s'était pas arrêté. Si quoi que ce soit, il était devenu plus fort. À ce jour, le juge Ramsay avait été mis en congé administratif, en attente d'enquête. Il y a eu des chuchotements de radiation, d'audience d'éthique, de pression politique. Son nom, autrefois synonyme de justice propre, était désormais une punchline dans les éditoriaux et les sketchs télévisés en fin de soirée. Un homme qui avait porté sa robe noire comme une armure, désormais dépouillé par la seule personne qu'il n'avait jamais considérée comme une menace. Son fils, Marcus, était devenu radio-silencieux. Son cabinet d'avocat a frotté sa biographie sur le site web. Son LinkedIn était parti. Il en était de même pour son Twitter. Un fantôme. La dernière que j'ai entendue. Il s'était enfui dans un domaine familial dans le nord pour se regrouper. C'est ce que les vautours l'appellent lorsque le corps n'est pas encore mort. Harper avait essayé de pivoter. Une déclaration d'excuse, une vidéo en ligne larmoyante, un vœu de faire mieux. Cela n'a pas fonctionné. L'opinion publique était maintenant une vague de titres, et elle l'avait lavé dès le comité immobilier. Mais Bell,
elle avait disparu derrière le silence. Pas de mise à jour sur les réseaux sociaux, pas de déclaration de presse, pas même un déni, juste disparu. Certaines personnes pensaient que c'était intelligent. Laisser l'histoire souffler. D'autres ont émis l'hypothèse qu'elle mordait le temps, se préparant à un procès. Je m'en fichais. La vérité avait été prononcée. Et maintenant, elle devait vivre avec l'écho. Ce matin, j'avais récupéré les papiers de divorce, signés, notarisés, avec seulement 2 commentaires de son côté. Le premier était un accord officiel pour dissoudre le mariage à l'amiable. Le second était une note manuscrite. Vous méritiez mieux que ce que je suis devenu. Pas de nom, pas d'excuses, pas de défense, juste ces mots. Et pour une raison quelconque, c'était suffisant. Pas pour pardonner, mais pour fermer le livre. Je me tenais devant le miroir, redressais mes poignets, ajustais mon blazer. Miguel m'avait invité à son petit cocktail en bas, quelque chose de décontracté pour les invités très éloignés et les professionnels de la ville. Dans des circonstances normales, je ne serais pas parti. Mais ce soir, je devais être dans une pièce où personne ne me regardait comme une blessure. J'avais besoin de prendre de la place. L'ascenseur était vide. Mon reflet dans les panneaux métalliques brossés ne tressaillait plus. L'homme meurtri qui s'était une fois tenu figé dans sa propre porte, regardant sa femme l'appeler une erreur avec un verre levé à la main, ne vivait plus derrière ses yeux. Je suis entré dans le salon et j'ai rencontré un éclairage chaud, une musique douce, le doux buzz de la conversation. Les serveurs se déplaçaient entre les tables, les verres tincenaient doucement. Rien de grand, rien de performatif, mais c'était réel. Le docteur Kessler était déjà là, debout près du coin le plus éloigné, parlant avec un petit groupe de la clinique. Elle m'a repéré et a souri, s'écusant avant de marcher. « Vous nettoyez bien, dit-elle. » J'ai souri. « Vous dites que vous m'avez vu à mon pire. » Elle haussa les épaules. « Disons simplement que je vous ai vu au milieu d'une zone de guerre numérique portant le même sweat à capuche 3 jours de suite. Point juste. Nous avons déménagé au bar et chacun a pris un verre de quelque chose de froid et d'étincelle. Je n'ai même pas demandé ce que c'était. Cela n'avait pas d'importance. La pièce, le moment. Il ne s'agissait pas de la boisson. Il s'agissait de la paix. Il parle toujours de vous, vous savez, a-t-elle dit. La moitié des bénévoles de la clinique vous appellent la tempête tranquille maintenant. J'ai levé un front. Dramatique gagné, répondit-elle, retenant légèrement son verre. Vous avez fait ce que la plupart des gens ne pouvaient pas. Quoi? Fuiser quelques fichiers? Non, dit-elle, son ton se ramollissant. Tenez votre dignité tandis que les gens les plus proches de vous ont essayé de le déchirer. Vous n'avez jamais joué une fois sale. Et encore, vous avez démantelé toutes leurs fondations. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une gorgée, laisse le moment s'asseoir. Je n'ai jamais voulu détruire personne, ai-je finalement dit. Je ne voulais tout simplement pas disparaître. Elle hocha la tête comme elle l'a compris et peut-être qu'elle l'a fait. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu un homme avancer pour donner un toast. Il a remercié le personnel de l'hôtel, complimenté la vue, plaisantant sur le vin mieux que ses derniers mariages. Les gens riaient. Puis il a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu dans les silencieux. Ceux qui ne lancent pas le premier coup de poing ou le plus fort, mais qui gagnent toujours le combat. Puissions-nous ne plus jamais les sous-estimer. Les têtes se tournèrent, les lunettes se levèrent, les yeux dérivaient vers moi pendant une seconde trop longtemps pour être une coïncidence. Je n'ai pas soulevé le mien. Je viens de donner un petit signe de tête et j'ai bu. Cette nuit-là, je suis sorti du salon seul. Pas de fanfare, pas d'escalier. Persistant, juste de l'air frais et une rue calme. Mon téléphone a bourdonné une fois dans ma poche. Un vieil ami du site Crux avait vu l'histoire. Entendu que vous aviez tiré un casse sur la corruption elle-même. Respect. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé une fenêtre où mon reflet a de nouveau pris. Plus grand maintenant ou peut-être juste debout plus droit. Le genre de posture qui vient lorsque vous ne portez plus le silence de quelqu'un d'autre. Je me suis souvenu de cette table de dîner. Celui où ils ne m'ont pas sauvé un siège. Celui où le rire signifiait l'humiliation. J'y ai pensé pour la première fois depuis des jours et quelque chose d'étrange s'est produit. Ça n'a pas fait mal. Il n'a pas pesé. Il est juste passé comme une tempête qui ne m'appartenait jamais en premier lieu. Je suis retourné dans l'hôtel, devant le hall,
devant les regards, après le passé. L'homme qu'ils ont essayé d'effacer maintenant le stylo en main, et il a fini d'écrire à leur sujet. Je n'ai jamais renvoyé son dernier message vocal. Il est venu 3 jours après la finalisation du divorce. Pas d'identification de l'appelant, juste un message de 47 secondes qui a commencé avec mon nom comme cela signifiait à nouveau quelque chose, comme s'il n'avait pas été dit devant des étrangers avec un sourire narquois et un verre surélevé. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Je l'ai laissé jouer une fois. C'était suffisant. Je ne l'ai pas sauvé. Je ne l'ai pas supprimé non plus. Il était assis là suspendu dans ma boîte de réception comme un morceau de fil coupé du bord d'une vieille chemise. Lâche, inutile, ne vaut pas l'effort de se libérer. On pouvait entendre sa voix secouer un peu. Comme si elle pensait que le remords pourrait réécrire rétroactivement ce qu'elle a fait. Comme si le nom de ce qui a été fait pouvait le faire annuler. Tu ne méritais pas ça, chuchota TL. Peut-être que non. Mais elle s'était assurée d'avoir appris à arrêter de s'attendre à les quitter. Elle m'a appris que le silence ne signifie pas que quelqu'un pense toujours. Cela signifie qu'ils ont décidé de ne pas se soucier à haute voix. Je me tenais sur le balcon de l'hôtel ce soir-là en regardant le vent tirer doucement sur les arbres. Il y avait une paix tranquille dans la façon dont la ville a expiré après une longue journée. Pas de chaos, pas d'écho de trahison, juste le rythme normal des gens qui vivent leur vie. Et j'ai réalisé que c'était ça. Ma vie, la mienne encore. Pas de décision d'occasion. Pas de marche sur des coquilles d'œufs dans ma propre maison. Pas de sentiment comme un invité dans la vie que j'ai aidé à construire. Je n'ai jamais répondu à sa messagerie vocale car il ne restait plus rien à dire. Parfois, vous n'avez pas besoin de claquer la porte. Vous le laissez juste ouvert pour qu'ils entendent l'écho quand vous êtes parti. J'ai emballé mes affaires du fer grand le lendemain matin. Miguel a proposé de prolonger mon séjour, mais j'ai refusé. J'ai apprécié l'hospitalité, l'immobilité, mais je ne me cachais plus, et je n'avais pas besoin d'une suite d'angles pour me sentir ancré. J'ai trouvé un petit endroit à l'extérieur de la ville, l'un de ces lofts restaurés avec une brique exposée et des fenêtres hautes. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le mien. Vide de la bonne façon. Je l'ai rempli de choses simples. Un tourne-disque, un vrai broyeur de café, un bureau qui a fait face à la lumière. Et j'ai travaillé, pas de manière obsessionnelle, pas pour distraire, juste régulièrement. Mon entreprise a entrepris un nouveau client, un organisme à but non lucratif axé sur la littératie numérique et les communautés mal desservies. De vraies personnes, une vraie mission, pas de politique enveloppée dans des poignées de main. J'ai dormi plus, j'ai marché plus loin, appelé des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années et je n'en ai pas eu honte. Le docteur Kessler a envoyé des mises à jour de temps en temps. La clinique était en plein essor, les dons étaient en place, les bénévoles ont doublé. Elle a dit que les gens commençaient à se soucier davantage, à poser de meilleures questions, que peut-être que tout cela avait fait une brèche dans quelque chose de plus grand que notre propre chagrin. Parfois, je la rencontrais pour un café. Nous n'avons plus parlé du scandale. Nous avons parlé de livres, de chiens, de l'état du trafic horrible de la ville, des choses normales, des choses faciles. Une fois qu'elle a dit, vous portez toujours tout, mais maintenant ça a l'air plus léger. Je ne savais pas comment répondre à cela, mais je m'en suis souvenu. Les semaines se sont écoulées et lentement, le bruit s'estompa. Plus d'articles, plus de nouvelles déclarations, juste le son d'un monde qui se déplace sans eux au centre de celui-ci. Et moi, j'ai recommencé. Pas en colère, pas cassé, juste clair. Parce qu'à la fin, l'homme qu'ils appellent une erreur, il n'a jamais eu besoin d'une chaise. Il a construit la table.